Bonjour à tous. Après avoir étudié la structure sociale, on peut poser une autre question. Cette structure est-elle fermée ou ouverte? Autrement dit, les individus restent-ils dans le même milieu social que leurs parents ou peuvent-ils changer de position? C'est toute la question de la mobilité sociale. Elle est centrale dans les sociétés démocratiques, parce que ces sociétés affirment souvent un idéal d'égalité des chances. Chacun devrait pouvoir accéder aux positions sociales selon ses efforts, ses compétences et ses choix plutôt qu'en fonction de son origine familiale. Mais pour savoir si cet idéal se réalise, il faut mesurer les trajectoires sociales, comprendre les formes de mobilité et distinguer ce qui relève d'un véritable accroissement de l'égalité des chances de ce qui vient simplement des transformations de la structure des emplois. La mobilité sociale désigne le changement de position sociale d'un individu ou d'un groupe. Le plus souvent, en terminale SES, on s'intéresse à la mobilité sociale intergénérationnelle. Elle compare la position sociale d'un individu à celle de ses parents. Par exemple, un enfant d'ouvrier qui devient cadre connaît une mobilité sociale ascendante. Un enfant de cadre qui devient employé ou ouvrier connaît une mobilité descendante, que l'on peut aussi appeler déclassement social. Un enfant d'agriculteur qui devient profession intermédiaire connaît également une mobilité, parce qu'il change de catégorie socio-professionnelle. A l'inverse, lorsqu'un individu occupe une position sociale proche de celle de ses parents, on parle d'immobilité sociale ou de reproduction sociale. Il faut distinguer cette mobilité intergénérationnelle d'autres formes de mobilité. La mobilité professionnelle désigne un changement de profession ou d'emploi au cours de la vie active. Un salarié qui change de métier, qui devient indépendant, qui passe d'employé à cadre ou d'un secteur à un autre connaît une mobilité professionnelle. La mobilité géographique désigne un changement de lieu de résidence, de région ou de pays. Elle peut accompagner une mobilité sociale, mais ce n'est pas la même chose. Un individu peut changer de région sans changer de position sociale, ou changer de position sociale sans changer de lieu de résidence. On peut aussi parler de mobilité intragénérationnelle lorsqu'on observe les changements de position sociale au cours de la vie d'un même individu. Mais dans le programme de terminale, l'enjeu principal est bien la mobilité intergénérationnelle, parce qu'elle permet de comparer origine sociale et position sociale. Pour mesurer cette mobilité, on utilise notamment les tables de mobilité. Une table de mobilité croise la position sociale des individus avec celle de leurs parents, souvent à partir des catégories socio-professionnelles. Dans sa forme la plus simple, elle indique combien de personnes appartenant à une catégorie sociale donnée viennent de telle ou telle origine sociale ou au contraire ce que deviennent les enfants issus de telle ou telle catégorie. C'est un outil très puissant parce qu'il permet de voir les flux entre groupes sociaux. On peut repérer les trajectoires de reproduction, les trajectoires ascendantes et les trajectoires descendantes. Il existe deux grandes manières de lire une table de mobilité, la table de destinée et la table de recrutement. La table de destinée part de l'origine sociale et regarde ce que deviennent les enfants. Par exemple, parmi les enfants d'ouvriers, quelle proportion devient ouvrière, employée, profession intermédiaire, cadre, indépendante? Cette lecture répond à la question. Quel est le destin social des enfants d'un groupe donné? Elle permet de mesurer les chances de mobilité ou de reproduction selon l'origine. Si une proportion importante des enfants de cadre devient cadre, cela indique une forte reproduction en haut de la structure sociale. Si une part importante des enfants d'ouvriers accèdent aux professions intermédiaires ou aux cadres, cela indique une mobilité ascendante. La table de recrutement fonctionne dans l'autre sens. Elle part de la position sociale d'arrivée et regarde d'où viennent les individus qui l'occupent. Par exemple, parmi les cadres, quelle proportion est issue de familles de cadres, d'ouvriers, d'employés, d'indépendants, d'agriculteurs? Cette lecture répond à la question: quel est le recrutement social d'un groupe? Elle permet de savoir si un groupe est ouvert à des personnes d'origines diverses ou s'il recrute principalement en son sein. Par exemple, si les cadres viennent majoritairement de familles déjà favorisées, cela révèle une forte sélection sociale. Si les professions intermédiaires recrutent dans plusieurs milieux, elles peuvent apparaître comme un espace de mobilité plus ouvert. Non. Les tables de mobilité ont un grand intérêt. Elles permettent de transformer une idée abstraite, l'égalité des chances, en données observables. Elles montrent que la mobilité sociale existe, mais qu'elle n'est pas distribuée également. Elles permettent de comparer les trajectoires selon l'origine sociale, le sexe ou la période historique. Elles permettent aussi de distinguer plusieurs types de trajectoires. Mobilité ascendante, mobilité descendante, mobilité horizontale, reproduction sociale. Une mobilité est ascendante lorsqu'elle correspond à une amélioration de la position sociale par rapport aux parents. Elle est descendante lorsqu'elle correspond à une position moins élevée. Elle est horizontale lorsque la position change sans que l'on puisse clairement parler de montée ou de descente.
par exemple entre catégories proches ou difficilement hiérarchisables. Mais les tables de mobilité ont aussi des limites. D'abord, elles reposent souvent sur les PCS, qui sont un outil utile mais imparfait. Toutes les catégories ne se rangent pas facilement sur une échelle unique. Comparer un enfant d'agriculteur devenu employé, un enfant d'artisan devenu profession intermédiaire, ou un enfant d'ouvrier devenu indépendant n'est pas toujours simple. Certaines trajectoires sont difficiles à classer comme ascendantes ou descendantes. Ensuite, les PCS ne disent pas tout du revenu, du patrimoine, du prestige, de la sécurité de l'emploi ou des conditions de travail. Un individu peut changer de PCS sans améliorer fortement ses conditions de vie ou rester dans la même PCS avec une situation économique très différente de celle de ses parents. Une autre limite est que les tables de mobilité comparent souvent la position de l'enfant adulte à celle du père ou du parent de référence, ce qui peut poser problème dans une société où l'emploi féminin a fortement progressé. Les trajectoires des femmes et des hommes ne se lisent pas exactement de la même manière. Pendant longtemps, les comparaisons ont été construites autour des hommes parce que l'activité féminine était moins fréquente ou moins continue, mais aujourd'hui, pour comprendre la mobilité sociale, il faut intégrer les trajectoires féminines, les couples, les ménages, les interruptions d'activité, le temps partiel et les effets du genre sur l'emploi. La mobilité sociale des femmes ne peut pas être analysée exactement comme celle des hommes, car elles ne sont pas confrontées aux mêmes structures d'emploi ni aux mêmes normes familiales. La notion de mobilité observée est ensuite essentielle. La mobilité observée désigne la mobilité totale que l'on constate statistiquement dans les tables. Elle mesure la proportion d'individus qui n'occupent pas la même position sociale que leurs parents. Si beaucoup de personnes changent de PCS par rapport à leur origine sociale, la mobilité observée est élevée. Mais cette mobilité observée peut venir de deux mécanismes très différents. Elle peut venir d'une réelle ouverture de la société, c'est-à-dire d'une plus grande égalité des chances. Mais elle peut aussi venir simplement du fait que la structure des emplois a changé entre la génération des parents et celle des enfants. C'est là qu'intervient la mobilité structurelle. La mobilité structurelle est la part de la mobilité due aux transformations de la structure socio-professionnelle. Imaginons une société où, à la génération des parents, il y avait beaucoup d'agriculteurs et d'ouvriers, mais où, à la génération des enfants, il y a beaucoup moins d'agriculteurs, moins d'ouvriers industriels et davantage de cadres, d'employés et de professions intermédiaires. Même si les chances relatives n'ont pas profondément changé, une partie des enfants sera obligée de changer de catégorie, tout simplement parce que les mêmes emplois n'existent plus en proportion équivalente. Un enfant d'agriculteur ne peut pas tous devenir agriculteur si le nombre d'exploitations agricoles a fortement diminué. Un enfant d'ouvrier industriel peut être amené à occuper un emploi de service parce que l'industrie représente une part plus faible de l'emploi. Cette mobilité ne vient pas forcément d'une société plus méritocratique. Elle vient de la transformation de la structure des postes. Cette distinction est fondamentale. Une société peut être très mobile, au sens où beaucoup d'individus n'occupent pas la même position que leurs parents, mais ne pas être très fluide. La fluidité sociale mesure la mobilité relative, c'est-à-dire les chances d'accéder à telle ou telle position indépendamment des changements de structure. Elle cherche à répondre à une question plus exigeante. À niveau de structure donnée, les enfants de milieux populaires ont-ils les mêmes chances que les enfants de milieux favorisés d'accéder aux positions supérieures? Une société plus fluide est une société dans laquelle l'origine sociale pèse moins sur la destinée sociale. La fluidité sociale est donc plus proche de l'idée d'égalité des chances que la mobilité observée. Il faut bien retenir la formule suivante. Une société plus mobile n'est pas nécessairement une société plus fluide. Si la mobilité augmente parce que les emplois agricoles diminuent et que les emplois de cadres augmentent, cela peut créer beaucoup de trajectoires ascendantes. Mais si les enfants de cadres restent beaucoup plus susceptibles que les enfants d'ouvriers de devenir cadres, alors la fluidité sociale reste limitée. La mobilité observée peut donner une impression d'ouverture, alors que les chances relatives restent très inégales. C'est une distinction décisive pour éviter les contresens. La reproduction sociale reste un phénomène important. Elle désigne le fait que les positions sociales se transmettent en partie d'une génération à l'autre. Les enfants de cadres ont plus de chances de devenir cadres que les enfants d'ouvriers. Les enfants d'ouvriers ou d'employés ont plus de chances de rester dans des catégories populaires que les enfants de milieux favorisés. Cette reproduction ne signifie pas que tout est figé. Il existe bien des trajectoires ascendantes et descendantes, mais elle montre que l'origine sociale continue de peser sur les destins. La société n'est pas une loterie où chacun partirait avec les mêmes chances. La mobilité ascendante est souvent valorisée parce qu'elle semble confirmer l'idéal méritocratique. Elle peut correspondre à l'accès à un diplôme plus élevé que celui des parents, à un emploi plus qualifié
à un revenu plus élevé ou à une position plus prestigieuse. Mais elle peut aussi être ambivalente. Un individu en mobilité ascendante peut ressentir une distance avec son milieu d'origine, une difficulté à se sentir légitime dans son nouveau milieu, ou une tension entre deux univers sociaux. La mobilité sociale n'est donc pas seulement un changement statistique, c'est aussi une expérience vécue. Elle peut être une réussite, mais aussi produire des décalages culturels, familiaux ou identitaires. Le déclassement social, à l'inverse, désigne une mobilité descendante. Il peut être intergénérationnel lorsqu'un individu occupe une position moins élevée que celle de ses parents. Il peut aussi être scolaire ou professionnel lorsqu'un diplôme ne permet pas d'obtenir la position sociale espérée. Le déclassement est particulièrement important dans les sociétés où le niveau de diplôme augmente fortement. Si de plus en plus de personnes obtiennent des diplômes élevés, mais que les emplois qualifiés n'augmentent pas au même rythme, certains diplômés peuvent occuper des emplois moins qualifiés que prévu. Cela peut nourrir un sentiment de frustration sociale, surtout lorsque les individus ont intériorisé l'idée que les études devaient garantir une ascension. Les trajectoires des hommes et des femmes présentent des spécificités. La féminisation de l'emploi a ouvert des possibilités de mobilité pour les femmes, notamment par l'accès aux études et à des professions qualifiées. Mais les femmes restent confrontées à des inégalités sur le marché du travail, à des interruptions de carrière plus fréquentes, au temps partiel, à la ségrégation professionnelle et au plafond de verre. Comparer la position sociale des femmes à celle de leurs parents peut donc révéler des mobilités importantes, mais ces mobilités doivent être interprétées dans un contexte où les structures d'emploi féminines ont beaucoup changé. Une femme peut connaître une mobilité par rapport à sa mère, simplement parce que les générations précédentes de femmes étaient moins souvent en emploi ou occupaient des positions moins reconnues. Là encore, une part de la mobilité observée est liée à la transformation de la société. Si l'on résume, la mobilité sociale permet de mesurer le degré d'ouverture de la société. Elle se mesure principalement par la comparaison entre origine sociale et position sociale. Les tables de mobilité permettent de lire les destinées sociales et les recrutements sociaux, de repérer la reproduction, la mobilité ascendante, le déclassement et les différences entre hommes et femmes. Mais elles ont des limites, parce qu'elles reposent sur les PCS, qu'elles simplifient les hiérarchies sociales et qu'elles ne captent pas toutes les dimensions du revenu, du patrimoine, du prestige ou du vécu. Surtout, il faut distinguer mobilité observée, mobilité structurelle et fluidité sociale. Une société peut connaître beaucoup de mobilité parce que la structure des emplois change, sans pour autant offrir les mêmes chances à tous les milieux sociaux. Pour le bac, l'idée centrale est donc la suivante. La mobilité sociale existe, mais elle ne signifie pas automatiquement égalité des chances. Pour savoir si une société est vraiment ouverte, il faut regarder non seulement combien de personnes changent de position, mais aussi si l'origine sociale pèse moins sur les trajectoires. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.